Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on fait un focus sur le contrat de location meublé à usage d'habitation et je suis avec Bruno pour l'occasion. Salut Bruno. Salut Victor, merci de me recevoir, bonjour à tous. Alors Bruno, tu es un expert finalement de tout ce qui est location grâce à Monsieur Hugo que tu as lancé, la plateforme. Et ce que ça permet, on en a déjà parlé un petit peu à un moment, c'est de créer concrètement des contrats. Donc c'est une des fonctionnalités, ça permet de créer des contrats, des baux de location et de directement les envoyer en signature électronique à tes locataires. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un truc qu'on ne fait quasiment jamais. On va descendre ensemble un contrat de location. Je pense que c'est nécessaire. Pourquoi ? C'est nécessaire de le faire au moins une fois pour comprendre tous les champs, comprendre comment c'est fait, comment c'est structuré, les questions qu'on peut se poser là-dessus. Et une fois qu'on l'a fait, eh bien, c'est beaucoup plus simple et c'est traité. Alors, on se lance ensemble ? Allez, allons-y, allons dans la cave, voir un peu ce qui se passe. Alors là, on a repris un contrat de location, donc celui que tu proposes aujourd'hui. Pour revenir dessus, il y a un contrat de l'État qui est accessible. Donc si par exemple, moi, je veux le faire tout seul, je peux rechercher sur Internet et trouver un contrat type de location. Et là, on remarque que le contrat type de location de l'État, il fait 6 pages en PDF. Donc là, si vous regardez en ligne, quand tu vois ce contrat de location-là, toi, pourquoi tu l'as modifié ? Quels sont les gros changements que tu as apportés pour que ce soit plus efficace ? Alors, donc, effectivement, là, comme tu le sais, la location à usage d'habitation, elle est réglementée par la loi. Et donc, à ce titre-là, donc, le gouvernement a mis à disposition un contrat de location sur le site du gouvernement. Et aujourd'hui, l'État a plutôt tendance à privilégier les intérêts du locataire. L'État n'est pas là pour mettre dehors les locataires, mais pour essayer de les protéger. Et donc, finalement, dans le contrat de location qui est proposé par l'État, tu as uniquement le minimum syndical légal. Donc le contrat, effectivement, il est assez court, il fait à peine 6 pages. Tu n'as pas les annexes qui sont fournies, pourtant elles sont obligatoires, donc ça c'est à toi de te débrouiller pour les retrouver. Et la problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de clause qui protège les intérêts du bailleur. Et tu le sais, dans un contrat, tout ce qui n'est pas écrit peut être source de litige. Donc c'est ce qui explique la première raison que le contrat est assez maigre. C'est comme s'il avait suivi un régime amincisseur. Voilà, donc le contrat, effectivement, il est valable. Tu as uniquement le minimum des clauses pour pouvoir faire un contrat d'habitation. Mais clairement, aujourd'hui, nous, pour répondre à ta question, pourquoi on a refait une passe dessus, on a retravaillé avec nos juristes dessus, c'est tout simplement parce que on a aussi la volonté de limiter les litiges, de faire en sorte que la location se passe le mieux possible et donc de pouvoir formaliser notamment tout un tas de clauses concernant les obligations du locataire, les obligations du bailleur, les droits de visite, tout un tas de choses, effectivement, de clauses particulières qu'on a rajoutées et qui permettent d'avoir un contrat vraiment béton. Le jour où tu as un litige, tu ressors le contrat. De toute façon, et c'est sur cette base-là que tu peux mieux régler les litiges. Voilà, donc pour répondre à ce point-là, nous on a voulu vraiment bétonner les contrats et on a un contrat aujourd'hui qui est complet. Alors, il fait une 40aine de pages, plus toutes les annexes qui sont obligatoires qu'il faut rajouter, plus les grilles de vétusté, la grille de vétusté qu'on a rajoutée. On a rajouté aussi une charte de colocation. Quand tu fais de la coloc, c'est bien d'avoir une sorte de manuel de prise en main de la colocation par tous tes colocataires, plus les actes de caution solidaire aussi, qui sont aussi générés si tu as des garants physiques. Alors du coup, on se lance sur le bail meublé. On est parti. Donc déjà, c'est un contrat de location. Donc bail, je pense que par définition, c'est un type de contrat et c'est un contrat de location, c'est ça ? Un bail ?
Oui, alors bail de location, si vous voulez, on reste sur un contrat puisque tu as une activité, comme dans toute activité business, en fait, tu mets en place un contrat entre un client et un fournisseur. Voilà, donc là, le terme générique, un contrat de location, mais effectivement, dans l'usage, les gens parlent de bail d'habitation, mais voilà, les termes sont similaires. Là, l'idée, c'est d'avoir un contrat propre et on va descendre dans les arcanes des clauses et voir un peu quels sont les paragraphes qui sont importants à avoir et leur rôle. Ok, on commence par le vif du sujet, champ du contrat. Donc là, en fait, on donne le contexte autour du contrat. Dis-moi si je me trompe. Le présent contrat, type de location, est applicable aux locations et aux colocations de logements meublés et qui constituent la résidence principale du preneur, à l'exception des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre le locataire et le bailleur et des locations de logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré et faisant l'objet d'une convention passée en l'application de l'article L351.2 du Code de la construction et de l'habitation. Ok, donc là, ce que tu es en train de dire, champ du contrat, ce contrat-là ne fonctionne pas si on fait, donc là, c'est un contrat unique entre un propriétaire et ses locataires, c'est ça? Là, on n'est pas dans un cas où on fait un contrat par colocataire, c'est ça? Oui, donc c'est pas de la colocation au sens colocation au bail individuel, donc c'est un contrat pour un locataire qui occupe une chambre, donc une chambre que tu vas louer. Donc si tu as 3 chambres, tu vas faire un contrat de bail individuel. Là, on est vraiment sur du contrat un peu générique à usage d'habitation. Donc important, à usage d'habitation, on n'est pas sur un contrat type bail commercial, on n'est pas sur du bail mobilité, on n'est pas sur de la location saisonnière type Airbnb. Donc là, c'est vraiment la location longue durée. Alors longue durée, ça veut dire quoi? Ça veut dire de 9 mois minimum, donc dans le cadre de la location étudiante. Si tu loues un étudiant, le minimum c'est 9 mois. Jusqu'à 1 an ou 3 ans si tu fais de la location nue ou meublée. Enfin, oui, meublé 1 an et nu 3 ans. Si j'ai besoin, parce que ça marche avec Monsieur Hugo, de faire un bail par personne par colocataire, c'est un autre type de bail, c'est ça? Qui est généré par Monsieur Hugo. Oui, tout à fait. Nous, on a adapté, on a un contrat par type d'usage. Donc contrat étudiant, contrat meublé, contrat de location nue ou coloc. Et la coloc, c'est spécifique. Il y a 3 petites règles en plus sur la colocation et c'est régi différemment. Donc effectivement, à chaque fois, c'est adapté et tu choisis ce que tu veux faire en amont comme type de contrat. Est-ce que tu gères aussi, parce que là, du coup, des locations de logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré, ces locations-là, donc avec l'article, est-ce que tu vois ce que c'est ou tu vois quel type de cas sont inclus dedans? Donc les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré, oui, ça alors nous on le propose pas. C'est lorsque soit ton loyer peut être encadré parce que tu as un dispositif particulier qui peut s'appliquer. Comme l'ANA par exemple. Par exemple. Après, tu as qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Tout ce qui est logement social aussi. Donc ça, c'est un contrat qui est fait avec le bailleur social. Voilà, nous, on est vraiment dans un contrat privé entre un bailleur, personne morale ou personne physique. Donc personne physique, donc toi, Victor, ou personne morale, ta SCI par exemple, qui met en place le contrat avec un locataire. Ok. Par exemple, moi, si je veux louer du coup en loyer modéré, type loi Pinel, etc., et que je fais mon propre type de contrat, là, je ne peux pas le faire aujourd'hui avec Monsieur Hugo, je dois le faire à côté, quoi. Non, tu peux. Il faut juste que tu t'assures que tu respectes l'encadrement du loyer. D'accord. Mais donc ça, c'est un premier cas particulier. Le deuxième cas particulier, on en a parlé la dernière fois, si tu es dans des villes plafonnées, pareil, tu as un plafond à pas dépasser. Et là, dans le contrat, tu dois clairement préciser le loyer majoré max que tu peux mettre. Donc ça, tu peux utiliser ce type de contrat-là, mais en t'assurant, donc on a tout un chapitre sur la partie loyer, et cette partie-là, elle doit vraiment être bien respectée par le propriétaire qui met en place le contrat pour éviter d'avoir des amendes ou autres par la suite. Donc ça, c'est un chapitre dédié sur les loyers, quoi. On va voir après. Parce que le fonctionnement, c'est moi je remplis sur la plateforme, après ça me génère automatiquement le bail de location, le contrat de location. Là, en l'occurrence, normalement, les informations ont été demandées en amont. Oui. Et même dans ces informations avec donc les zones tendues, par exemple, automatiquement, ça me fait mon paragraphe sur les loyers. Oui, tout à fait. Donc les algorithmes qu'on a mis en place sur la plateforme vont venir adapter les clauses du bail
pour être conforme à la réglementation et conforme à ton type de location. Par exemple, la ville où tu te situes, tu es en zone tendue ou en zone plafonnée. Donc ça, effectivement, on en tient compte et on vient adapter la clause. Parce qu'on l'a vu la dernière fois, c'est important de ne pas se tromper sur les clauses pour ne pas avoir des pénalités administratives ou des bases de loyer, quoi, par exemple. Ok. Modalité d'application du contrat. Le régime de droit commun en matière de baux d'habitation est défini principalement par la loi 89-462 du 6 juillet 1989. C'est toi, tu t'es amusé à lire toutes les lois quand t'as... Bah oui, du coup, c'est toi qui l'as fait. T'as lu toutes les lois Alors, j'ai pas potassé toutes les lois. On Ouais. s'est fait aider par des juristes qui nous ont permis de peaufiner et d'ajuster au mieux ces contrats-là. Après, comme je te le disais tout à l'heure, le contrat de location est régi par notamment la loi du 6 juillet 89 qui précise en fait toutes les modalités pour mettre en place une location. Donc cette loi-là, c'est la loi principale qui régit la location à usage d'habitation. Donc c'est normal qu'on en fasse référence dans le contrat de location, puisque par la suite, tu as tout un tas de choses qui sont précisées notamment par le gouvernement. Si tu veux faire par exemple de la location meublée, on t'exige d'avoir un certain nombre d'éléments, de fournir un certain nombre d'éléments pour que ton habitation soit meublée. Donc tout ça, c'est des choses qui sont arrêtées par décret. Et donc dans le contrat, on y fait référence au texte de loi qui permettent de mettre en place ton contrat de location dans des bonnes conditions, quoi. Ok, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 de 1986, l'ensemble de ces dispositions étant d'ordre public, elles s'imposent aux parties qui, en principe, ne peuvent y renoncer en conséquence. Le présent contrat type de location contient uniquement les clauses essentielles du contrat dont la législation et la réglementation en vigueur au jour de sa publication imposent la mention par les parties dans le contrat. Il appartient cependant aux parties de s'assurer des dispositions applicables au jour de la conclusion du contrat. Ce qu'on a vu sur cette petite partie-là, c'est que si principalement... Bon, le locataire, il ne vérifie pas, c'est pas trop grave pour lui. Par contre, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que si le locataire ne vérifie pas que le contrat est bien fait, c'est lui qui risque finalement d'avoir des diminutions de loyer, d'avoir des amendes. C'est principalement en fait le propriétaire qui est impacté par ça. C'est pas les deux parties. Qui est responsable du contrat puisqu'il est fourni par le propriétaire. C'est lui qui le rédige. Donc, il doit s'assurer que... déjà que sa location, c'est lui qui la met à disposition, donc déjà que sa location respecte les règles de décence d'habitation, que son logement soit sain, qu'il ait respecté l'encadrement de loyer, qu'il est bien équipé. Donc il fournit un logement, donc il doit s'assurer que sa prestation qu'il met à disposition du client final, donc le locataire, répond bien à l'encadrement qui en est fait par la loi. Donc après, on a deux points. On va juste les lire, les parcourir rapidement. Mais au-delà de ces clauses, les parties sont également soumises à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires d'ordre public applicables aux baux d'habitation, sans qu'il soit nécessaire de les faire figurer dans le contrat et qui sont rappelées utilement dans la notice d'information qui doit être jointe à chaque contrat. Donc là, c'est effectivement les informations complémentaires qui sont liées aux lois et c'est comme des conditions générales de vente, grosso modo, cette partie-là. Avec des annexes, oui. Avec des annexes. Les parties, et là le dernier point, troisième point, les parties sont libres de prévoir dans le contrat d'autres clauses particulières propres à chaque location dans la mesure où celles-ci sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en rigueur. Donc là, c'est ce qu'on a vu effectivement dans l'épisode sur les erreurs. Faut faire attention parce que même de bonne foi, on peut rajouter du coup des clauses dans un contrat, mais qui en fait ne sont pas légales. Des clauses abusives, ce qu'on appelle. Des clauses abusives. Et lorsqu'on fait ça avec des clauses abusives, en fait, on ne peut pas les appliquer. Donc comme chaque contrat, donc c'est assez intéressant pour ceux qui nous écoutent. Si vous n'êtes pas habitué à faire des contrats, finalement, on retrouve la structure assez classique. Donc là, ce qu'on a vu, finalement, les modalités d'application du contrat et le champ du contrat, c'est généralement un peu on retrouve ça dans d'autres contrats qui sont des éléments de contexte, finalement. Et après, on arrive sur la désignation des parties. Donc là, simplement, comme d'habitude, on va désigner qui est le bailleur et qui est le locataire. Là, les questions, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi le minimum nécessaire quand du coup on fait un contrat? Quelle est l'information minimum nécessaire sur le bailleur qu'on doit fournir? Alors, il te faut l'identité du bailleur. Donc, pour une personne physique, nom, prénom, adresse, ton adresse principale où tu habites, donc ta résidence principale,
tes coordonnées pour te joindre, téléphone ou email. Si tu es une personne morale, donc là, c'est l'identité de ta société, ta forme juridique, l'adresse du siège de ta société et son numéro de sirène. Voilà, donc ça, c'est l'identité classique qu'on peut retrouver, comme tu disais tout à l'heure, dans d'autres contrats que tu peux signer avec ta banque si tu souscris, par exemple, un produit d'assurance vie ou autre. Tout comme le locataire, c'est pareil, on demande les mêmes informations. Donc, identité du locataire, donc nom, prénom, adresse, point de contact, mail ou téléphonique. Donc ça, c'est le cas standard. Et si tu as un locataire qui est représenté par un mandataire, qui est un particulier ou un professionnel, donc là, tu dois le rajouter, voilà, dire telle personne est représentée par son mandataire. Donc là, tu cites le mandataire avec son identité. Et si le mandataire est un professionnel, là, tu dois effectivement aussi préciser l'activité du professionnel en précisant son numéro d'immatriculation, donc sirène notamment, quoi. Comment je vérifie que, par exemple, donc un mandataire, c'est une personne qui va pouvoir faire des démarches à la place par exemple, du locataire dans ce cas-là. Donc ça peut être une personne physique ou morale. La problématique, c'est comment moi je vérifie. Disons qu'en face de moi, il y a une personne qui arrive qui fait « Ok, moi je suis mandataire de telle personne-là, je vais signer les documents en son nom. Comment moi je vérifie que c'est bien le cas et que je ne suis pas en train de me faire entuber parce que quelqu'un va me signer un bail alors qu'il n'a pas du tout le droit de le faire ?» Donc nous, dans ce qu'on propose, de toute façon, on a mis en place la signature électronique. Et donc, dans la signature électronique, on envoie les documents, donc le contrat, directement au point de contact, donc à l'email du mandataire, à l'email du locataire. Et derrière, tout le processus de signature électronique qu'on a mis en place avec DocuSign, derrière, on peut fournir un justificatif de preuve qui permet de vraiment valider que chacune des personnes a bien signé, puisque tu as tout un tas d'informations qui sont horodatées via DocuSign, que ce soit ta localisation, des cookies. Donc, c'est un document de preuve et c'est ce document-là qu'on remet aussi au bailleur et qui justifie que tout le monde a bien signé. Et c'est ce document de preuve qui fait foi si demain tu devais aller, par exemple, en justice. Oui, mais par exemple, là, disons qu'il y a un mandataire. Donc, moi, je signe un contrat avec un mandataire. La personne me dit qu'elle est mandataire de quelqu'un d'autre. Il n'y a que le mandataire qui va signer, le locataire ne va pas signer. Du coup, comment je vérifie que le mandataire est bien mandaté par le locataire ? Nous, on ne le vérifie pas. En tout cas, tu ne peux pas le vérifier puisqu'en fait, c'est la personne qui va s'engager contractuellement via ce contrat pour le locataire. Donc, il n'y a pas de vérification particulière à faire, puisque tu traites généralement en direct avec ce mandataire qui te propose un locataire. Et donc, c'est ce mandataire-là que tu as en contact et que tu as pu discuter ou échanger avec lui. Il faut lui faire visiter l'appartement et lui, derrière, il t'a mis en place un locataire, quoi. Ok. On passe à l'objet du contrat. Donc là, c'est le vif du sujet. Donc le présent contrat a pour objet la location d'un logement meublé. Le locataire déclare bien connaître la chose louée pour l'avoir visitée préalablement au présent. Visiter, on peut le faire à distance. Ça c'est pas problématique du coup. Tu peux le faire à distance, ouais. Maintenant, il y en a pas mal de visites qui sont à distance. Ouais. Donc, visite à distance, ça rentre là-dedans. Le bailleur loue au locataire qui accepte les clauses et équipements si après désignés et aux conditions suivantes. Donc, 1.1, consistance du logement. Alors ça, c'est assez marrant parce qu'il y a pas mal d'erreurs là-dessus dans pas mal d'endroits où en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on loue ou même ce qu'on achète. Parce que finalement, si c'est pas bien détaillé ce qu'on loue ou ce qu'on achète, même chez un notaire, donc même s'il y a une clause cadastrale, en fait, il peut y avoir une copropriété, il peut y avoir plusieurs appartements au même endroit. Du coup, c'est assez compliqué de savoir vraiment ce qu'on achète. Ça, je l'ai vu plusieurs fois chez des notaires. Et même des gens se trompent et se retrouvent à acheter la maison d'à côté et pas la bonne. Ouais. Du coup, là, on spécifie le logement. Donc, le logement est situé, donc l'adresse, code postal, ville, bâtiment, étage, escalier. Donc, il y a potentiellement plusieurs escaliers. Appartement, numéro de la porte. Et le numéro d'identifiant fiscal du logement est le. Donc ça, on le rajoute vraiment maintenant. Oui, ça, c'est la petite nouveauté là, que nous a pondu le gouvernement en début d'année. Tous les contrats maintenant sont obligés t'es obligé de mettre ton numéro d'identification fiscale. Alors, comment tu fais pour le récupérer ? Tu te connectes sur ton site des impôts, là où tu as fait ta déclaration d'impôt. Et dans la partie logement, tu retrouves ce numéro d'identifiant donc, que tu dois remettre ici, tout simplement.
C'est une obligation. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut le mettre. Ça fait partie des choses obligatoires maintenant qui ont été demandées, quoi. D'ailleurs, ce numéro, tu l'as parce que tu peux ajouter... c'est pas automatique, je crois. Enfin, c'est récent, ça fait 1 an que c'est là, qu'ils ont lancé le système. Donc là, on est en 2024. Et en fait, tu peux rajouter toi-même tes logements dans cette partie-là des impôts. Oui. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas combien de temps ils vont durer, mais tu es censé actualiser l'ensemble de tes locataires sur cette partie-là. Ouais, tous les ans, on te le demande. C'est un enfer. C'est un enfer. Alors, la partie locataire, elle n'est pas obligatoire quand tu regardes bien. On te recommande de mettre les locataires en place, mais tu n'as pas d'obligation de te mettre le locataire et les loyers. Il faut effectivement juste que tu précises si le logement est occupé ou vide, parce qu'il y a aussi une problématique sur le marché. Il y a beaucoup de logements vides ou vacants qui ne sont pas loués. Et donc voilà aussi, ça permet à l'État de savoir, d'avoir des stats pour savoir le nombre de logements vacants qui ne sont pas loués en France par rapport à ceux qui sont loués. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas rendu obligatoire le fait de mettre le montant du loyer et l'adresse, enfin en tout cas l'identité du locataire. Tu l'as ça quand tu reçois la taxe d'habitation, même si elle va disparaître, elle est encore présente aujourd'hui. Là, il te faut par exemple communiquer le nom et prénom du locataire qui occupe le logement pour que les impôts aillent récupérer la taxe d'habitation. Mais là, dans le contrat, en tout cas dans le numéro d'identification fiscale qui est demandé, tu le récupères sur le site des impôts et tu es censé effectivement tous les ans dire si le logement est occupé ou meublé. Alors, généralement, une fois qu'il est loué, l'appartement, sauf si tu fais des travaux pendant 6 mois, mais sinon il reste tu changes pas, tu vas pas t'amuser à changer le statut du logement tous les ans, quoi. Ouais, parce que tu vois, moi par exemple, j'ai eu des problématiques avec ça, malgré le fait que j'ai déclaré les locataires avec les dates d'entrée, etc. C'est un travail, ça dépend du nombre de lots que vous avez, mais même si vous n'avez pas beaucoup de lots, ça prend beaucoup de temps parce que vous devez mettre depuis quand la personne est là, etc. Si on fait le système total. Donc ça vous fait un double outil de saisie. Si un jour tu peux le faire automatiquement, ça à mon avis c'est un truc... Le jour où on pourra se connecter au site des impôts, là, ça risque d'être compliqué. Je crois qu'il y en a... ouais. Et en fait... parce que moi, ils me mettent des taxes d'habitation sur mes immeubles. Donc là, je me retrouve à avoir des taxes d'habitation sur des immeubles qui sont des immeubles locatifs où j'avais même déclaré que les personnes qui étaient dedans. Là, ils me forcent à payer, donc je suis obligé de payer. Avec les impôts, on est obligé de payer pour après contester. Donc j'ai payé, là, je conteste. Et en contestant, là, ils me demandent de leur envoyer le bail de location. Donc ça se voit qu'ils ont bien compris de quoi on parle, parce que c'est un immeuble, il y a 7 appartements. Et je dois renvoyer les baux de location, du coup. Sachant que certains baux ne sont pas à mon nom parce qu'ils sont au nom de l'ancien propriétaire, du coup ça n'a pas été refait. Okay. Et en fait, ils jouent ça arrive à beaucoup de personnes. Et ça, je ne comprends pas parce que ça demande vraiment beaucoup de temps de gérer ça. Et du coup, nous, on a quand même les taxes d'habitation quand on est multipropriétaire pour les résidences secondaires, par exemple. Et là, du coup, ils pensaient que j'habitais là, du coup, j'avais une taxe d'habitation parce que je suis multipropriétaire. Suivre, mais on parle de sommes conséquentes. On peut parler très vite de 5 en fonction du nombre de biens que vous avez. Très vite, disons qu'une taxe d'habitation, c'est 500 €. Vous avez 10 biens, ça fait 5 000 €. Vous en avez 20, lot, enfin pas lot, mais plutôt emplacement. Tout de suite, on peut tomber dans les 10-20 000 € on doit décaisser. Et après, ça prend 6 mois pour régler pour récupérer l'argent, c'est plus long, quoi, ça c'est sûr. Et surtout que c'est propre, vos impôts, tout ce qui est logement, c'est... En fait, c'est les impôts. Alors, je ne sais pas si c'est par département ou par... en fait, ça dépend d'où on est. Mais par exemple, à Paris, c'est les impôts de chaque quartier. Et après, par ville, c'est généralement en fonction de la taille du village ou de la ville, ça peut être la grosse ville d'à côté. Donc, je ne sais pas comment ils font ça. Mais ce qui fait que vous êtes en contact avec 5 ou 6 différents centres d'impôts. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est un enfer, ce truc. Et après, vous ne pouvez même pas... petite anecdote, vous voulez faire des virements bancaires, moi je suis chez Boursorama, vers différents centres d'impôts. Boursorama pense que vous vous trompez quand vous ajoutez des centres d'impôts différents. Et ils ont peur que vous vous trompiez, genre vous fassiez arnaquer. Ce qui fait que moi, ils me bloquent mon ajout de bénéficiaire parce que ça a le même nom en fait. Ça a le même nom, c'est juste la fin du nom qui change, je sais pas, pour l'Hérault, pour Paris 15, etc. Et du coup, ils me bloquent l'ajout de mes bénéficiaires, ce qui fait que c'est un enfer pas possible. Et attention sur un dernier truc, je vous partage ça aussi. Quand vous en êtes là, si à un moment vous avez une relance du coup pour cette taxe d'habitation que vous la payez pas, dans votre espace personnel, il peut se passer qu'à un moment, il ne nous fasse plus les relances sur l'espace d'impôt et qu'il ne nous indique plus que vous devez de l'argent aux impôts. Moi, ça m'est arrivé.
Ce qui fait que votre dette fiscale disparaît en ligne, Ok. mais vous l'avez toujours en réalité. Ah oui, donc ça, c'est malsain parce que tu penses que tu es clean et puis en fait, tu as encore une dette. Tu penses que tu es clean, mais tu as encore une dette. Et là, ça vous envoie des courriers recommandés. Donc, en fonction de là où ils pensent que vous habitez, ils peuvent vous envoyer des courriers recommandés, pas à la bonne adresse. Donc là, je vous partage tout ça, comme ça, vous le savez. Faites attention à ça sur cette partie-là. Et du coup, ce numéro fiscal de logement, il y a pas mal de répercussions qui sont liées à ça, quoi. Alors, donc, les lieux loués constituent les lots de copropriété, numéro des lots, etc. et représentent des nombres de tantièmes des parties communes. C'est obligatoire de mettre... ne pas tenir compte si le logement est en monopropriété. Donc ça, oui. Ouais. C'est obligatoire de mettre les tantièmes. En tout cas, c'est recommandé. Après, les gens, ils ne le connaissent pas. Bon, c'est écrit dans ton acte de vente, hein, généralement. Tu as acheté tant de tantièmes. Donc, voilà, pour être précis, il faut le mettre. Après, moi aussi, je ne les connais pas par cœur. Je ne les mets pas. Mais en tout cas, voilà, si tu veux faire bien les choses, tu es censé. En tout cas, nous, on laisse la possibilité au bailleur de pouvoir indiquer le nombre de tantièmes pour être super précis. Si tu as un immeuble et que tu as plein d'appartements qui font à peu près tous la même surface, mais tu vois, pas grand-chose de différence, bon, ça peut être pas mal de mettre le nombre de tantièmes si tu veux être précis pour savoir, pour pouvoir mieux l'identifier par la suite. Voilà, surtout que c'est nécessaire. En fait, à un moment, si vous avez un litige avec un de vos locataires, donc moi je fais ça, mais sur d'autres types de contrats, la problématique, c'est le jour où vous avez le prix de l'énergie, par exemple, aujourd'hui, qui augmente. Vous faites, normalement, un locataire, il paye, ou peut-être pas ça dépend comment vous faites, qui paye le chauffage. Voilà, le chauffage, c'est mieux. Donc, vous avez le chauffage. Disons qu'avant, c'était 100 € par appartement. Et là, depuis les dernières années, vous passez, donc 100 € par mois, là, vous passez à 200, voire 300 € par mois en hiver, même plus. Si vous n'avez pas bien indiqué le nombre de tantièmes et qu'on va vous demander de justifier cette augmentation du coût de l'énergie parce que c'est des charges que vous allez refacturer. Si vous avez le nombre de tantièmes, vous pouvez reprendre en fait les PV d'AG et même les documents, les documents d'AG. Les relevés de compte. Ouais. Les relevés de compte. Et à partir des relevés de compte, vous avez effectivement ces répartitions pour leur dire, voilà, en fait, l'appartement, c'est bien tant de tantièmes, donc vous avez bien tant de répartition énergétique. Et là, en ce moment, la plupart du temps, on n'en a rien à faire de ce truc. Mais en ce moment, pour le coup, en fait, c'est quand on stresse un peu le système qu'on se rend compte qu'il y a besoin de ce type d'information. C'est l'idée d'un contrat, c'est un peu casse-pied et fastidieux. Là, on a l'impression d'être chez le notaire parce qu'on fait une acquisition. Donc, tu as le notaire qui relit tout le document. Mais voilà, c'est important parce que il y a toujours des cas particuliers ou des choses qui peuvent vous arriver. Et tout ce qui n'est pas forcément écrit, après, c'est source de confusion. Voilà, donc le nombre de tantièmes, tu as donné un exemple d'usage. Voilà, donc nous, si on le demande, c'est que ça a une utilité derrière. Donc voilà, plus on est précis, mieux c'est. Voilà, c'est ça l'idée. Surtout, n'hésitez pas. Pareil, je rebondis sur les notaires. Là, ce qu'on est en train de faire, ça ressemble effectivement à une descente d'un document de notaire. Mais la différence qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se pose des questions entre nous. Et on réagit dessus. Parce que moi, j'ai déjà eu des problèmes en achetant des biens chez des notaires en n'ayant pas compris certaines choses. Ouais, tu dis oui. On vous dit oui, mais en fait, c'est tellement compliqué que vous ne posez pas de questions. Et il y a des choses comme qu'est-ce que c'est l'usage est-ce que c'est du commercial, est-ce que c'est de l'habitation, et puis on peut descendre, est-ce que c'est des bureaux, est-ce que vous avez le droit, par exemple, de faire de l'enseignement dans un type de bâtiment, etc. En fait, c'est plein de choses. Votre notaire est là pour répondre et surtout demander des réponses écrites. Parce que de temps en temps, à l'oral, votre notaire peut vous donner... vous pouvez vous retourner contre votre notaire et assurez-vous surtout quand vous êtes sur des gros montants, donc le gros montant correspond par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Si vous voulez faire un projet, que le notaire vous dit oui, ça, c'est bon, etc., vous signez tous les documents, mais après vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en capacité de faire l'activité que vous voulez dans le logement. Si vous voulez vous retourner contre votre notaire, encore faut-il avoir des preuves que votre notaire vous a bien répondu à vos questions. Donc reposez bien par écrit chacune de vos questions. Est-ce que vous avez le droit d'ouvrir un restaurant tout de suite ? Est-ce que demain, vous allez devoir faire un changement de destination qui potentiellement peut être opposé par la mairie ? En fait, posez toutes ces questions vraiment par mail à votre notaire, même s'il le fait à l'oral, et ayez les réponses. Parce que vous pouvez par exemple acheter un local, vous voulez en faire un restaurant, tout votre business repose sur l'ouverture d'un restaurant dans ce local-là, mais finalement, ce n'est pas possible de changer de destination pour avoir un restaurant et vous avez une destination de bureau, par exemple, ou une destination de boutique. Si vous êtes bloqué, que vous n'avez pas d'éléments
qui sont capables de prouver que vous avez demandé, posé la question, que vous avez bien une réponse écrite de votre notaire et de vos conseils, après, vous prenez, de toute façon, c'est toujours vous qui allez payer, mais vous prenez quelque chose. Donc, vérifiez bien d'avoir ces informations-là, même au point de vue de la mairie en fonction de vos projets. Vérifiez bien d'avoir des engagements des différentes parties prenantes pour au moins éclaircir. Et si vous avez un doute comme quoi ça ne va pas le faire, ne partez pas du principe que vous allez pouvoir avoir des rétributions de la mairie ou de votre notaire. Si vous pensez qu'il y a vraiment un doute, il vaut mieux pas faire le projet parce que vous lancez dans des litiges avec ces parties-là, ça peut prendre excessivement longtemps et c'est pas les objectifs, c'est pas ce que vous devez faire aujourd'hui. Ce que vous devez faire aujourd'hui pour la plupart des personnes qui avancent, c'est quand même ok, comment je fais une coloc, une deuxième, 10 colocs, mais j'avance. Et si à un moment vous rentrez dans du litige, soit avec des artisans, soit avec des copropriétés, etc., ça va vous prendre un temps infini. Ça va vous coûter de l'argent ou pas forcément, ça dépend parce qu'il y a des services juridiques par exemple avec Monsieur Hugo qui sont compris, mais ça ne va pas vous emmener, ça ne va pas vous faire gagner plus d'argent et progresser ça va vous faire progresser en tant qu'investisseur, mais ça risque de un peu vous casser. Vous démotiver aussi. Donc, vérifiez bien de poser les questions et d'avoir des traces écrites, surtout quand on demande des traces écrites, bizarrement, à chaque fois, les avocats c'est pareil, les notaires c'est pareil, tout de suite en fait ils changent de façon d'expliquer les choses parce qu'ils sont au courant que potentiellement, qui s'engagent. Quand c'est oral, ils ne s'engagent pas. Donc je vous encourage vraiment à faire ça. Ça les embête, donc il faut avoir un peu de tact. Mais en tout cas, allez-y vraiment pour avoir des traces écrites, que ce soit la mairie, service de l'urbanisme, que ce soit les notaires, etc. Parce que là, ce qu'on est en train de faire concrètement avec un contrat, ce contrat de location, c'est qu'on écrit les choses, on écrit tout. Et quand on écrit tout, c'est le meilleur moyen, c'est pour ça que tu l'as fait, d'ailleurs Bruno, c'est le meilleur moyen d'être très clair sur ce qu'on fait, mais en même temps, vous devez être sûr de ce que vous faites, quoi. Parce que les tantièmes, ça ne s'invente pas. La localité de l'appartement, ça ne s'invente pas. Et tout ce qu'on va dire derrière, ça ne s'invente pas non plus. Donc, ça vous demande beaucoup de travail, mais au moins, on est plus clean. Mais la plupart des personnes, ce qu'elles font, c'est on fait ouais, t'inquiète. J'ai fait le bail. J'ai fait le bail. D'ailleurs, j'ai mis le nom du locataire, c'est bon, quoi. On passe à la suite. Bon, paye le loyer maintenant. Exactement. D'ailleurs, j'en fais un tout à l'heure. Avec Monsieur Hugo. Donc je te dirai là-dessus. Alors, caractéristiques du logement. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de dire. Toi, tu es au clair, toi, tu demandes ces éléments-là ou pas forcément au notaire, ouais. Alors moi, j'échange pas mal avant, par mail en fait, avec le notaire. Quand on arrive chez le notaire, généralement, je suis à peu près clair sur les choses, mais j'essaye de bien décortiquer avant la signature finale, et ça peut être long. Ça peut être long, donc j'essaye de le faire avant pour anticiper les réponses ou plutôt que de le faire... Parce qu'une fois que tu es en train de signer l'acte, l'acte il est là, il est signé, il ne va pas être modifié. Mais donc ouais, généralement moi j'échange principalement par mail avec l'avocat. Si j'ai des questions, c'est mieux. Comme ça, tu as des traces, c'est formalisé. Donc effectivement, c'est un bon conseil, quoi. Surtout, n'hésitez pas. Moi, ça m'est déjà arrivé sur du coup un château que j'ai acheté avec 27 logements. S'il y a un truc qui n'est pas clair, demander des preuves. Par exemple, moi, dans ce château, il était censé avoir une ou deux personnes de la famille qui vendait le château, etc., qui utilisaient à usage gratuit, en fait, un appartement. Et le jour de la signature, tout le monde survolait le fait, est-ce que le gars était parti ou pas ? Et j'aurais directement demandé, est-ce que le gars est parti ? Prouvez-moi que le gars est parti. Montrez-moi les photos de l'appartement, comme quoi le gars est parti. Là, ils m'ont dit, mais on n'a pas les photos, etc. Je fais, non, attendez, appelez tout de suite l'agence, là. Moi, je veux les photos. Et là, bizarrement, je rentre là-dedans, le gars n'était pas parti. Du coup, j'ai arrêté la signature. Et après, il y avait des problématiques parce que le château allait se faire saisir, etc. Et je leur ai dit, non, là, ce qu'on fait, c'est tant que j'ai pas des photos comme quoi le gars est parti, relogé, je n'achète pas, quoi. Et parce qu'il y a des moments, même vos notaires, on va vous dire, oui, il n'y a pas de problème, etc. Et vous vous retrouvez avec un logement qui est occupé à titre gracieux. Il faut vous-même sortir la personne à certaines des conditions. Donc, surtout, positionnez-vous. Effectivement, ça ne se fait pas le jour de la signature. Par exemple, moi, ce que j'ai fait le jour de la signature, j'ai juste revérifié. Donc, même si j'ai déjà posé des questions, je revérifie. Parce que sinon, ça se retourne contre vous, quoi. Caractéristiques du logement, régime juridique de l'immeuble, copro, monopropriété. Donc, copro, il y a plusieurs propriétaires, monopropriété, un seul. Attention, quand vous êtes en copro, même si vous avez un immeuble, c'est possible que vous soyez en copro. Si vous avez un espace partagé, par exemple, pour accéder à un autre immeuble, vous avez des parkings en commun. Oui. Donc là, vous êtes quand même en copro. Même si vous êtes entre guillemets en monopropre, vous avez votre immeuble, vous êtes tout seul, mais potentiellement, vous avez d'autres éléments. Type d'habitation. Il y a quoi comme type d'habitation ? Appartement, maison, c'est ça ? Ouais, appartement, ouais, tout à fait. Ouais. C'est essentiellement ça. Ouais.
Le logement a été construit, année de la construction. Très important de l'avoir aussi pour tout ce qui est DPE et tout ce qui est même aide énergétique. Donc, regardez bien les années de construction. En fonction de ça, vous avez plein de choses qui en découlent. Ça, c'est des éléments qui vont être repris de façon du diagnostic, type surface, nombre de pièces, généralement on le sait. Mais voilà, donc il y a des éléments qui sont fournis via les diagnostics que vous avez fait refaire pour la mise en location, quoi. Surface habitable, nombre de pièces principales. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a marqué principal, donc je présume qu'il y a un certain nombre de pièces, genre des dressings, des machins qui sont... C'est quoi une pièce? Une pièce, c'est une pièce. Typiquement, une cuisine, c'est pas une pièce. Ça peut être salle de bain, c'est pas une pièce. Donc une pièce. Donc un salon, c'est une pièce. Une chambre, c'est une pièce. Un studio, c'est qu'une pièce. Alors que dans le studio, tu peux avoir un coin cuisine, un coin pour te laver, mais non, c'est considéré comme une pièce. Après, tu peux avoir des dépendances, type balcon, cave, terrasse, local pour garer ton vélo. Donc ça, tu peux le préciser aussi. Équipement de cuisine, là, je présume qu'on met les gros équipements. Plaque, frigo... Ouais, donc cuisine équipée ou pas, parce que des fois, tu loues des logements et il n'y a pas de cuisine. Enfin, tu arrives, tu dois tout meubler, quoi, en nu. En nu, c'est ça, ouais. En nu, en gros, t'as l'endroit pour mettre ta cuisine, ton four, quoi. Ton four, t'as les arrivées d'eau, les sorties d'eau. Mais vu que c'est nu, j'en ai vu quelques-uns, ça fait un peu bizarre d'arriver dans un appartement où t'as pas de cuisine, mais t'as juste tous les emplacements de connexion, de connectique. Voilà, donc généralement, c'est même dans les logements, moi j'ai des logements qui sont nus, mais j'ai quand même la cuisine. Parce que le locataire, il va pas s'amuser. Enfin, après, j'ai du mal à concevoir qu'un locataire achète tout, qu'il fasse la connectique lui-même, le raccordement lui-même. La cuisine, elle est là, elle fait presque partie du logement pour moi. Donc c'est pas important de mettre une cuisine équipée. Enfin, pas forcément. Non, au moins le minimum, tu vois. Après, le locataire, il peut rajouter four, micro-ondes, frigo, tout ce que tu veux. Mais au moins évier, tu vois. Modalité, équipement complémentaire. Là, ça peut être quoi, par exemple? C'est pour... Donc ça, je pense que ça doit toujours lier au paragraphe de la cuisine, je suppose. Ou complémentaire, bon, ça peut être... je sais pas si t'as une clim, si t'as un jacuzzi. Voilà, on tombe sur des trucs un peu vraiment... un peu haut de gamme. Là, par exemple, quand t'es en meublé, que tu mets une clim, donc toi, tu fournis la clim, mais si d'usure elle ne marche plus et que c'est dans ton contrat de location, là c'est toi qui dois la réparer, vu que c'est dedans. Ah oui. Après, tout ce que tu mets dans un logement, c'est toi qui es censé l'entretenir. Après, dans certains logements nus, tu peux mettre à disposition des équipements, mais en précisant dans le contrat que tu n'es pas responsable et que tu le mets à titre gracieux et que ça ne rentre pas dans le cas d'un inventaire, par exemple, où tout ce que tu mets dans un inventaire, tu es responsable. Donc si la clim ne marche plus, tu dois la réparer. Si le frigo il est mort parce qu'il a 15 ans, c'est à toi de le remplacer, quoi. Donc là, la problématique, parce que tu vois, ça je peux le voir. Disons que tu quittes ta résidence principale, tu as un superbe frigo américain, tu fais ton nouveau contrat de location. Là, tu indiques que tu as un frigo américain dedans. Ouais. Le gars casse le frigo ou le frigo arrête de marcher. Est-ce que tu dois remettre un frigo américain ou est-ce que tu peux simplement dire je mets un frigo minimum Tu remets un frigo, t'as pas l'obligation de remettre la même chose. Par contre, si c'est le locataire qui l'a cassé, lui, il doit remettre la même chose. Donc, tu avais un super beau frigo américain, il doit te remettre la même chose. Après, si il est mort, tu vois, ça peut être un ballon d'eau chaude. Un ballon d'eau chaude, tu le changes, tu n'auras pas la même marque, tu n'auras peut-être pas le même type de connectivité. Maintenant, tu as des ballons d'eau chaude qui sont connectés au téléphone ou autre. Voilà, l'objectif, c'est que ça remplisse sa fonction première, quoi. Donc, de faire de l'eau chaude. Alors, par exemple, un ballon d'eau chaude, tu as des prix qui vont du simple au 10 fois plus cher. Et donc, disons que j'ai un ballon d'eau chaude de 100 litres. Donc, normalement, ce qui ne se fait plus, parce que ça se fait dégommer par tout ce qui est DPE. Mais disons que j'ai un ballon d'eau chaude Atlantique, 100 litres. Ça doit être une des marques qui coûte les... Alors, je sais pas si... Ouais, ça doit être Atlantique. Une des marques qui coûte les plus chères. Le gars casse et me met la première marque 100 litres. Je peux rien dire.
Après, sur le choix de la marque, c'est toujours difficile de demander le remplacement à l'identique. Parce que soit le ballon n'est plus référencé, n'est plus fourni, ou maintenant ça a évolué. Ils ont peut-être remplacé ce modèle par un nouveau qui va te coûter forcément peut-être plus cher. Donc, tu ne pourras pas imposer au locataire de te dire, voilà, je veux exactement le même modèle. Après, tu peux imposer peut-être la marque, mais la référence, tu as peu de chances pour que ce produit-là soit encore commercialisé, sauf si tu passes par un fabricant qui a un très bon SAV et ses produits sont garantis type frisquette, tu vois, sur c'est ça. Frisquette, là, tu peux te dire, voilà, les produits, ils sont là. Si tu as mis une frisquette, tu peux demander au locataire, non, moi, j'avais mis une frisquette, vous débrouillez, vous mettez un modèle équivalent chez Frisquette, quoi. Parce qu'en fait, moi, mon enjeu, c'est effectivement, chaudière, c'est très bien. Disons que tu as des rendements de chaudière. Donc, disons que tu as une chaudière à condensation. En fonction des différentes marques de chaudière, tu vas avoir une chaudière, ton rendement va être de 80, donc tu as une perte énergétique de 20. Tu vas avoir une autre chaudière, tu vas avoir un rendement de 95, tu as une perte de 5%. Le gars, il plante la chaudière parce qu'il ne l'entretient pas. Donc, il n'entretient pas la chaudière, ou je ne sais pas ce qu'il fait, il la casse, peu importe. Ou il s'amuse à faire disjoncter son appart, et du coup, ça casse la chaudière. On peut pas la remplacer, pour X ou Y raison. Et le gars remplace la chaudière, mais avec un rendement différent. Je ne sais pas jusqu'où on descend, parce que il me remplace ma chaudière, parce qu'on retombe sur les assiettes et les tasses. Il me remplace ma chaudière et il me met un rendement qui est différent, ce qui fait que mon prochain locataire, au lieu d'avoir des factures de 100 €, il va avoir des factures de 150 € à cause de la perte de rendement. Là, est-ce que je peux... comment ça se passe? Tu vois un peu le truc, ou il faut peut-être demander aux juristes Non, mais généralement, quand ça a du gros équipement comme ça, le locataire t'appelle. Tu vois, il va pas, de par lui-même, faire venir un artisan, de par lui-même, trouver la référence. Il va te dire, la première chose, c'est qu'il t'appelle, il dit, oh là là, ça marche plus. Après, tu vas analyser la situation. Il va dire, oui, bon, ok, c'est peut-être moi qui ai cassé l'équipement. Et à ce moment-là, c'est toi qui va intervenir pour demander un devis ou faire intervenir un artisan. Et là, tu lui enverras la facture. Mais pour des gros équipements comme ça, le locataire généralement, déjà, il ne voudra pas le remplacer parce qu'il va dire, mais ça va coûter une blinde. Ouais, on ne parle pas d'assiettes, là. Limite, les assiettes, il peut le faire par lui-même. On parle de 4 000 €, on parle de 1 000 voilà, comme les fours. Ouais. Même pour des gros frigos, tu vois, il va t'appeler, il va dire, OK, le frigo, là, il y a un souci. Comment ça se passe de par lui-même, il ne va jamais prendre l'initiative d'aller acheter un frigo à 4 000 € pour te le remplacer. Donc ça passera généralement par le propriétaire, et là, toi, tu vas pouvoir reprendre un modèle équivalent et lui envoyer la facture après si c'est à lui de la payer, quoi. Et si là, il dit non, en fait, au lieu de prendre une frisquette, il aurait fallu prendre autre chose. Là, légalement, on a le... Tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Après, il faut que ça soit les mêmes fonctionnalités, les mêmes caractéristiques techniques. Donc, tu parlais de la performance énergétique, tu parlais du litrage, des chaudières à condensation. Enfin, il faut que ça reste dans la même gamme par rapport à l'équipement initial. Voilà, donc si je mets du Frisquet ou si je mets de l'Atlantique, des marques qui sont bien au début, ça casse. On peut présumer du fait que je peux remplacer avec le même niveau de standard. Ouais. Voilà, okay. Alors, pour rappel, un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants en France métropolitaine. Alors là, ce que tu vas donner, ça fait partie aussi des nouveautés qui ont été imposées par le gouvernement, donc toujours par rapport à ces histoires de DPE et de logements énergivores. Voilà, donc pour ce petit aparté qui utilise des contrats depuis 10 ans, moi j'en connais des bailleurs qui disent « Ah mais non, mais nous, mon contrat, ça fait 10 ans que j'utilise. » Oui, mais ton contrat n'est plus à jour. Voilà, donc c'est important aussi d'avoir des contrats à jour. Donc là, toute cette partie-là je vais te laisser la présenter, mais ça fait partie des nouveautés depuis quelques mois, quoi. Donc 2025, on peut louer au minimum, enfin il faut qu'on soit au-dessus de la classe F du DPE, 2028 au-dessus de E, 2034 au-dessus de D, et en Guadeloupe, c'est juste changement de... Ah, c'est simplement... Ah non, voilà, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, 2028 au-dessus de F, et 2031 au-dessus de E. Donc, un peu plus de temps. Un peu plus de temps, sachant que ça... Ah oui, parce que ce qu'ils ont fait... Ah ouais, c'était assez malin. Donc là, en fait, ce qu'ils ont fait...
Disons que l'État se rende compte que c'est pas possible. En fait, ça a déjà été le cas sur les DPE. Ils ont deux moyens d'œuvrer. Soit ils changent comment on calcule la note, soit ils changent les contrats les baux de location. Vu que changer les baux de location une fois que c'est fait, c'est trop compliqué, ils peuvent pas. Il faut attendre le renouvellement, quoi. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est oui, mais ils vont changer. Il faut attendre le renouvellement. Donc en fait, c'est quasiment impossible parce qu'une fois qu'on a rentré quelqu'un, s'il part pas. Encore aujourd'hui, il y a des baux, les anciens baux là, c'est lesquels de 46. Non, c'était lesquels déjà de 46. Enfin, il y a des. Les 48. Les 48, ouais. Ah, les 48. Ah oui, voilà. Ça c'est. Donc je pense qu'on en voit plus beaucoup là maintenant, mais. J'en ai eu un à l'époque, mais voilà, t'es content quand tu sors de locataire quand tu es en lo 48. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait des. Je sais plus qu'il y avait d'autres. Il y avait des problématiques particulières. Il y a le même problème à Lisbonne, mais pas avec les mêmes dates. Les baux des années 80, je crois, à Lisbonne, au Portugal. Ah oui, il faut faire attention. Voilà, effectivement, quand vous achetez un bien immobilier, alors en France, il n'y a plus trop ces enjeux-là, mais il y avait ces anciens baux-là qui protégeaient encore plus les locataires et il y avait d'autres dispositions qui étaient très compliquées quand on était propriétaire. Il faut savoir, quand vous achetez à l'étranger, il y a des baux de location qui en fait peuvent rester très longtemps. Une fois que c'est signé, on ne peut pas les sortir, les gens qui ont ça. Et il y a des baux de location qui ne permettent pas de réévaluer les loyers, par exemple. Donc dans certains pays, vous vous retrouvez du coup avec des personnes qui ont 100 mètres carrés dans le centre-ville. C'est comme si vous avez 100 mètres carrés dans le centre-ville de Paris où ça vaut peut-être aujourd'hui 4 000 ou 5 000 euros de loyer par mois. Vu qu'une personne est là depuis 20 ans, et c'est le cas en fait au Portugal, ils ont ça, la personne paye 200 euros. Et en plus, vous n'avez pas le droit de lui remettre les charges d'électricité, c'est vous qui devez les mettre et les garder pour vous. Ce qui fait que, en fait, vous vous retrouvez à avoir un locataire qui vous paye moins que l'électricité que vous devez fournir au locataire, et vous n'avez pas les moyens de rénover le bâtiment. C'est de la bonne affaire, quoi. Et ça, il y en a. Ouais, ça, en fait, il y en a pas mal dans des pays comme le Portugal. Faut faire très attention. Et je pense que on va retrouver ça dans d'autres pays, mais après, je n'ai pas l'expertise là-dessus. Désignation des locaux. Alors là, on est en 1.2. Les locaux loués sont destinés exclusivement à l'habitation principale du locataire. Celui-ci ne pourra donc pas y exercer aucune activité professionnelle, même libérale, ni en faire sa résidence secondaire. Alors, du coup, putain, ça ouvre plein de trucs là. J'ai mon locataire. Il me loue un meublé à Paris. Alors le meublé à Paris, c'est plus simple parce que... Ah oui, là on est en meublé, donc meublé de toute façon c'est 1 an quoi. Donc je peux le sortir. C'est des bails d'1 an encore, nous. Donc là je peux le sortir au bout d'1 an. Ok, donc on a dû faire ça en nu, mais s'il y a la même clause, et je présume que tu as la même clause dans tes contrats de location en nu, donc des contrats qui sont plus longs, si la personne, je m'aperçois qu'elle n'habite plus ici, que j'ai envie de la sortir, ça devient sa résidence secondaire, si j'arrive à prouver ça, je peux normalement sortir la personne. Arrêter le bail. Oui, il y a tout un tas d'éléments qui te permettent de sortir le locataire s'il ne respecte pas les obligations du contrat. Donc là, clairement, ça doit être... Donc tu vois, même s'il fait de la sous-loc, ça c'est interdit. Tu ne peux pas saouler l'appartement, même si pendant les JO, il y en a pas mal qui vont le faire. S'il exerce une profession libérale, pareil, il n'est pas censé le faire. En tout cas, tu peux lui interdire. Parce que des fois, dans des copros, tu as une activité libérale ou de commerce qui sont interdites. Donc toi, par répercussion dans le bail, tu dois aussi préciser que c'est uniquement un usage d'habitation principale. Donc il est là pour y vivre et pas pour ouvrir un restaurant. À ce moment-là, c'est un autre type de contrat. Si on passe sur une activité plutôt commerciale, un local commercial, là, ça sera effectivement autorisé. Mais là, on est sur un contrat d'usage d'habitation. Donc le locataire, il est là pour y vivre et pas pour exercer sa profession. Après, s'il peut faire du télétravail, ça c'est pas de souci. Mais là, on parle vraiment d'activité professionnelle, type médecin, je sais pas, coiffeur. Bon, après, c'est des locaux commerciaux qui sont que tu dois réarranger. Mais oui, donc on fait que de l'habitation et donc ton locataire doit y vivre. Dans le cadre du contrat que tu lui as mis à dispo, quoi. Alors moi, je vois pas mal de sous-cas qui sont pas traités ici. Du coup, en fait, on a toujours plein de questions. Donc, par exemple, là, il y a un locataire, vous ne lui donnez pas l'autorisation, mais il met sa société de freelance au même endroit que là où il habite. Il met comme siège de sa société, qui n'est même pas sa société de freelance, mais une SASU chez lui. En fait, il y a plein de sous-cas où là, on n'a pas forcément les réponses.
Et là, heureusement que je vais tester tes juristes là. Je vais voir à quel point ils sont au taquet. Parce que en fait, tu as plein de sous-cas où effectivement, on a beau mettre tout ce qu'on. Enfin, il y a plein de sous-cas où en fait, on va se poser des questions, quoi qu'il arrive à la fin, où on peut avoir des enjeux. Alors, la durée, vu qu'on est en meublé, soit on affiche. Alors, soit c'est 1 an. 1 an, soit c'est 9 mois. Voilà, 9 mois pour les étudiants. Et quand tu fais un bail de 9 mois, le propriétaire doit le renouveler. Alors que quand c'est 1 an, la renouvelation, elle est tacite. Donc c'est une reconduction tacite. Pour les étudiants, ce qui est normal, parce que généralement pendant le mois de juillet-août, ils te laissent l'appartement et ils sont censés s'en aller. Donc si l'étudiant, tu veux le reprendre au mois de septembre, tu dois lui signifier que tu lui reconduis son bail. Voilà, ça c'est juste la petite subtilité. Pour tous ceux qui font de l'invest locatif, attention aux villes où il y a effectivement pas mal de fluidité comme ça. En fait, vous êtes à Paris, c'est assez rare que des gens restent 9 mois et s'en aillent parce que c'est tellement dur de trouver un appart que l'étudiant, il va partir en vacances, il va quand même louer pendant l'été. Vous êtes à Troyes, par exemple. Alors moi, c'était pas le cas, mais étonnamment, j'ai des amis maintenant qui ont beaucoup d'immeubles à Troyes. Et eux, ils se retrouvaient tout le temps à avoir 80%, plus de 80% de leur parc où les étudiants partaient. Parce qu'en fait, c'était simple de partir et puis après de relouer un autre appartement. Et c'est un enfer parce que donc, la personne, c'était, je sais pas, une cinquantaine de logements. Ouais. Un enfer à gérer parce que là, parce que c'est en même temps. En plus, c'est comme les clôtures comptables. En même temps, vous avez plein de trucs à faire. Tu passes un certain temps à tout remettre en location. On arrive à la résiliation. Alors, tout ce qu'il faut savoir quand vous faites un contrat avec quelqu'un, c'est connaître les clauses pour lesquelles... avoir une... Tu peux sortir du contrat. Voilà, une porte de sortie facile. Parce que là, on est en train de regarder l'entrée. Ça, c'est facile, tout se passe bien. Mais la sortie, généralement, ça peut vite partir en sucette si c'est pas bordé. Mais bon, la réglementation, quand même, a bien bordé la chose, surtout côté locataire. En fait, c'est plus simple pour le locataire. Il part quand il veut. Voilà. C'est simple. Ça, c'est la règle. En respectant un préavis de 1 mois. Donc là, on est sur du meublé, donc c'est 1 mois. Sinon, c'est 2 mois pour du nu. Après, à voir aussi dans quelle ville est situé ton logement, parce que ça peut être amené 1 mois, notamment dans les zones ultra tendues. Même si tu es en nu, ça peut être amené 1 mois. Donc, ils ont juste un préavis. Donc, le préavis, c'est une lettre qu'ils te font, qu'ils peuvent t'envoyer en accusé-réception. Et il part quand il veut. Un mail, ça marche ou pas ? Dans la pratique, on demande toujours que ça soit envoyé en accusé-réception, quoi, pour prouver que tu as bien... reçu. Sinon, tu peux très bien dire au locataire, désolé, moi j'ai pas eu votre lettre, je sais pas que vous restez, et donc le bail se prolonge d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Quoi. Donc c'est mieux de le faire recommander pour le locataire. Ouais. Par le bailleur, donc nous, si on veut, donc le bailleur peut mettre fin au bail à son échéance après avoir donné congé. Pour être régulier, ce congé devra être envoyé au moins 3 mois à l'avance du contrat de bail par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de préavis est décompté à partir de la date de réception de la lettre de congé par le locataire. Alors ça, faut faire attention parce que c'est pas toujours... alors faites attention sur vos recueils recommandés. C'est pas parce que vous n'ouvrez... Vous, quand vous êtes une entreprise ou un particulier, ce n'est pas parce que vous n'ouvrez pas le courrier recommandé que, par exemple, vous savez que vous allez perdre votre permis. Vous savez que vous allez... C'est arrivé ça alors moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Ce n'est pas parce que, que vous avez des pertes de points, des trucs d'impôts, etc. Moi, au début, je pensais que si je n'ouvrais pas les courriers recommandés, je n'étais pas informé, donc on ne pouvait pas passer à la suite de la procédure. Je pensais ça aussi sur les locataires. Okay. Quand on veut expulser les locataires. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y a certains cas, vous ne dites pas, voilà, j'ouvre pas le courrier recommandé, vous savez que vous allez avoir... je sais pas, quelque chose à payer ou quelque chose qui est pas bon pour vous, vous voulez pas ouvrir un courrier recommandé, partez pas du principe que ça vous protège. En fait, il y a beaucoup de cas où en fait vous allez quand même devoir payer, vous allez quand même être condamné. Donc faites gaffe, renseignez-vous sur les courriers recommandés dans votre cas principal, quoi. Là, par exemple, c'est juste, on protège, le locataire est vraiment protégé, mais il y a des cas. Par exemple, là, c'est juste pour lui demander de partir. Donc, effectivement, il faut que le locataire ouvre la lettre. Mais il y a des cas où vous envoyez un courrier recommandé, la personne n'ouvre pas le courrier recommandé, vous pouvez quand même l'attaquer, vous pouvez quand même récupérer des fonds. Donc, faites attention à ça, surtout si vous avez des choses différentes. Les motifs permettant la résiliation du contrat sont les suivants. Alors ça, c'est une question qui revient régulièrement. Ah oui. Comment je peux mettre mon locataire dehors ? Et la réponse est c'est ultra compliqué, tu peux pas le mettre dehors.
tout simplement parce que, je sais pas, le locataire, il t'appelle toutes les 5 minutes, parce que, je sais pas, il entretient pas le logement. Enfin, tout ça, c'est pas forcément des raisons valables, ou parce que tu as envie de refaire le logement, tu as envie de le louer plus cher. Tu as les JO, tu te dis, non, je vais mettre mon locataire dehors et puis je vais en profiter pour faire des Airbnb, par exemple. Donc, tu peux pas rompre un contrat. Le bailleur, il a moins d'opportunités. Donc, il y a quand même 3 motifs qui te permettent de résilier le contrat. La première, c'est si tu veux vendre le logement, sachant que le locataire, il est prioritaire. Donc, tu définis ton prix de vente, tu soumets le prix de vente au locataire. Le locataire te dit oui ou non, ça m'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, ok, à ce moment-là, tu peux le vendre à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est le premier motif. Le deuxième, c'est la reprise des logements en vue d'être occupé par le bailleur ou une personne de sa famille. Ouais, juste pour le premier cas, je présume, là, il faut s'en servir un peu plus, mais concrètement, ok, je mets un prix. J'envoie, ça marche comment? Je dois envoyer un courrier recommandé parce que moi, ce que je veux, c'est grosso modo, je pense dans pas mal de cas, si j'ai des locataires qui sont problématiques, j'ai envie de les sortir avant même d'avoir des visites et de vendre. Ouais, ça, tu pourras pas les sortir avant. Là, nous, dans les contrats, on a mis des clauses de visite. Donc, le locataire ne peut pas t'interdire de venir visiter l'appartement. Tous les combien? C'est ce qu'on va voir après? On va le voir après. Après, on a précisé des jours et des horaires. Donc, il ne peut pas dire non, j'ai pas envie. Mais donc, le locataire sera là pendant les visites, soit de remise en location ou soit pour vendre. Ok. Donc, en fait, il faut regarder les formalités, quoi. Vendre du logement, quand est-ce qu'il part, comment je fais concrètement pour appliquer ça? Parce que je pense que derrière, là au moins c'est précisé, mais derrière, je pense qu'il y a tout un processus à mettre en place, quoi. Après, ça passe, tu vois, tu passes par une agence immobilière où tu le vends en direct, mais tu dois informer. Donc ça aussi, il y a un protocole à respecter. Tu dois informer le locataire comme quoi tu vas le vendre le logement. Il est prioritaire pour l'acheter. Donc soit il l'achète, soit il l'achète pas, et à ce moment-là, tu le vends à quelqu'un d'autre. En tout cas, ça c'est le premier motif de résiliation pour le bailleur. Le deuxième, c'est si tu veux le reprendre pour toi, à titre perso, pour y vivre. Donc soit toi, soit un membre de ta famille. Donc souvent, cette deuxième solution est utilisée par des propriétaires qui veulent récupérer le logement pour en faire un autre usage derrière. Donc, il faut faire attention parce que si le locataire arrive à prouver que finalement tu n'y habites pas ou tu l'as tout simplement reloué à quelqu'un d'autre, ça peut te porter préjudice. Donc là, il faut quand même être vigilant sur ce point-là. Et le troisième motif, c'est tout simplement que le locataire ne respecte pas ses obligations. Donc, motif sérieux et légitime. Je sais pas quand c'est écrit. Ok. Typiquement, il ne paye pas son loyer. Donc tu peux l'expulser, tu peux le mettre dehors, tu peux résilier le contrat. S'il fait trop de bruit, s'il ne te fournit pas les attestations d'assurance. Donc ça, on va le voir dans la fameuse clause résolutoire, qui est un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie du troisième motif qui te permet de résilier le contrat. Alors, c'est pas parce que tu résilies le contrat que le locataire il va partir. Juridiquement, tu es propre, tu résilies le contrat pour telle ou telle raison. Et ensuite, il faut que le locataire, soit il est de bonne volonté et il part tout seul, soit il ne veut pas partir. Et là, il faut t'enclencher des procédures judiciaires pour le faire partir. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, dans mes procédures, je ne sais pas... Oui, toi, quand tu résilies le contrat, du coup, tu envoies un document disant que le contrat est... Ah, je ne sais même pas. Tiens, je n'ai même pas regardé. Tu dois préciser, lui faire un courrier, comme le locataire te fait un courrier pour dire qu'il veut quitter le logement. Toi, tu fais un courrier à ton locataire pour lui préciser que tu résilies le contrat de location. Parce que tu vois, moi, quand je suis en procédure... Oui, ça doit être fait par... Tu me diras, ça doit être fait par l'avocat. Quand je suis en procédure d'expulsion, généralement, je me rappelle pas avoir envoyé un courrier. Généralement, quand le gars il me paye pas, c'est plutôt peut-être les avocats ou les huissiers qui te font le courrier, mais en tout cas, ils s'appuient notamment sur la clause résolutoire et voilà sur le contrat. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un contrat de location. Si t'as pas de contrat de location dans le squat, toi un squatteur, tu peux pas le virer comme ça parce qu'il y a pas de contrat. Il me dit non, mais j'ai pas de contrat, donc il y a rien qui régit notre relation commerciale entre moi et vous. Généralement, quand tu fais une location, t'as toujours un contrat, quoi. Mais donc, il faut que ça soit bien mentionné, quoi. Je vais faire un épisode sur les squats. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Alors, renouvellement. S'il s'agit d'un bail étudiant de 9 mois, ne pas afficher ce paragraphe, ok. Donc, et sinon, oui, effectivement. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le renouvellement, il est tacite pour des contrats de minimum 1 an. Sinon, il faut que c'est à toi de le préciser à ton locataire et de lui dire formellement que tu veux lui renouveler, quoi. Abandon du domicile. Alors, ça, bizarrement, ça arrive beaucoup.
Il y en a beaucoup en ce moment. Je savais pas, mais en fait, ça arrive vraiment beaucoup. Je pensais pas que ça existait, mais t'as plein de gens en fait qui partent. Qui partent sans mettre fin au contrat. Donc, et ça, je sais pas si c'est un problème de cette époque ou pas, mais le souci, c'est que tu as un locataire qui va s'en aller du logement, il t'a pas envoyé une lettre de résiliation. Donc, contractuellement, il est toujours engagé, le logement, il est toujours à lui. Toi, tu peux pas mettre quelqu'un d'autre parce que tu as déjà un contrat avec ce locataire-là. T'as pas récupéré, donc tu n'as pas les clés, tu sais pas où il est parti. Et donc, c'est une vraie galère contractuelle pour les propriétaires de pouvoir traiter tu vois, ce genre de locataires qui partent sans donner de nouvelles. Ils s'en vont, quoi. Ils disent même pas ciao, quoi. Tu vois, tu vas juste te dire, mais tiens, bizarre, j'ai pas le loyer. Je l'appelle, il répond pas. Je vais essayer de sonner à sa porte. J'ai aucune personne qui répond. Voilà, donc ça, c'est un peu il y a de plus en plus de cas aujourd'hui qui se présentent. Donc, tu es obligé de faire des recherches, savoir où est parti ton locataire. C'est un enfer. C'est un enfer. Et il y a plein de cas dans la presse comme ça qui sont remontés aujourd'hui. Donc, c'est compliqué à gérer, quoi. Et alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu as la prison. C'est en fait... Alors, il faudrait que je revoie parce que c'est Martin qui s'était occupé de ça. On avait un locataire. En fait, on ne savait plus où il était. Mm-hmm. Et je sais pas comment on a retrouvé où il est. Ah si, on a retrouvé parce qu'en discutant avec les autres, on a fini par comprendre où il était. Parce qu'on a retrouvé sa sœur, etc. Bref, c'est dans une ville. Alors, le problème quand vous faites ça, et après je vais vous le dire, c'est, disons que vous avez des immeubles dans une ville. Et moi, il y a plusieurs villes où j'ai des immeubles. Quand vous commencez à enquêter sur un de vos locataires parce que vous ne le trouvez plus, après, ça se sait très vite que c'est vous le propriétaire de l'immeuble. Du coup, quand vous retournez dans la ville, tout le monde va venir vous poser des questions après. Parce que vous êtes connu comme quoi vous êtes le propriétaire de tel immeuble, etc. Et dans des villes, disons, imaginez à Paris, vous avez un bel immeuble, vous dites que vous êtes propriétaire de l'immeuble. Tout le monde sait aux alentours, tous les commerces savent que vous êtes propriétaire de l'immeuble. Tout de suite, il y aura plein de ragots sur vous. Ah ouais, c'est monsieur, il a l'immeuble, machin. Et nous, on a des problèmes comme ça avec Martin dans certaines villes. Ah oui. Quand nous, on y va, en fait, les gens savent qui on est. Et du coup, ils viennent nous parler. Ils disent, ah ouais, c'est machin, ils regardent ce qu'on fait, etc. Parce qu'il n'y a pas tant de gens, c'est pas connu que tant de gens ont des immeubles au même endroit. Et ça, faites gaffe là-dessus. Et nous, on a fini par savoir on a fini par apprendre que le mec, il est fini en tôle. Et du coup, et là, en fait, on va pouvoir le dire, le détail mais c'est très compliqué quand vous avez un gars qui abandonne un logement, oui. Et surtout un mec qui se... Alors, moi, je comprends pas qu'il soit pas revenu. En fait, je crois qu'il nous a pas tenu informés. Le gars, je pense que c'était pas sa priorité. Il a d'autres préoccupations à gérer. Et il était en tôle, mais le problème, c'est que nous, il avait toujours ses affaires dans l'appartement. Il ne payait plus le loyer, du coup. Et nous, on n'avait aucun moyen de le faire sortir du truc. Et en fait, c'est ce que tu as écrit là dans l'article. C'est en application de l'article 14 de la loi 6 juillet 1989. Dans le cas d'un abandon de domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint, sans préjudice de l'article 1751 du Code civil, des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile, du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des ascendants, du concubin notoire, et c'est ça le problème, concubin notoire, ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Et ça, c'est un enfer. En gros, tout le monde. Un enfer. En gros, tout le monde, et je pense que ça a été modifié parce que c'était pas comme ça avant ce truc-là. En fait, le problème, c'est que vous vous retrouvez avec... tout le monde peut récupérer le truc, quoi. L'entourage, en fait. L'entourage proche, s'il se manifeste. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un cas qui est difficile à traiter. Parce que tu rentres dans une investigation Spectre Gadget et retrouver où est passé le locataire. T'as déjà eu ça ? Non. Non, je l'ai jamais eu. Lorsque des éléments, au début, lorsqu'on n'a pas forcément lu, mais lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par le locataire, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Alors, super. Alors ça, c'est un truc qui est fantastique. Comment tu fais, c'est ce qui est expliqué après. Cette mise en demeure faite par acte huissier de justice peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. Autre problématique, alors il faut regarder le processus concret du huissier, mais en fait, c'est comme d'habitude. Imaginez, vous voulez sortir quelqu'un. Ah ouais, alors j'ai appris des trucs.
Ah là, j'ai appris des trucs génialissimes sur les contrats d'électricité. Enfin, on en fera un épisode là-dessus, on fera un peu des anecdotes. Mais là-dessus, en gros, faut revoir le processus. Mais moi, de ce que j'ai en tête, ça prend quand même vachement énormément de temps parce que le huissier va passer, le gars sera pas là. Et il est obligé de... faudrait qu'on demande à un huissier, mais il est obligé de repasser plusieurs fois, en fait. C'est pas juste... parce que vous, pour vous rendre compte que le gars n'est pas là, déjà, il n'aura pas payé son loyer pendant 1, 2, 3 mois. Vous essayez de le relancer, vous ne l'avez pas, vous paniquez. Il faut au minimum attendre un certain nombre de mois, même avant de déclencher les assurances, si vous les avez. Et même pour vous, pouvoir dire, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, pouvoir en fait saisir le huissier pour dire que la personne n'est plus là. Donc, il faudrait revoir les délais. Mais tout ça, ça vous prend un paquet de temps. Je ne sais pas si tu les as, les délais là-dessus, mais c'est quand même assez long, quoi. Ouais, c'est long et c'est galère à gérer. Enfin, dès que tu rentres dans les problématiques d'huissier, de constat d'huissier, de recherche de locataire, tu prends un peu perpète, quoi. Enfin, moi, à titre perso, j'ai jamais eu ce genre de cas à gérer qui sont peut-être plus compliqués que des impayés parce que tu navigues un peu à l'aveugle. Quand tu as un impayé, tu sais qui est légèrement le locataire, il est toujours chez toi, tu mets en place des procédures et ça suit son cours. Là, on navigue souvent un peu à l'aveugle, quoi, dans ce genre d'abandon, quoi, de domicile. Et généralement, tout est un petit peu... En fait, ça va rebondir avec l'article d'après. Décès du locataire, surtout quand vous avez des décès, potentiellement, c'est vous qui allez être informé le plus tôt qu'il y a un décès d'un locataire. En fait, si vous avez des personnes isolées ou des personnes âgées, moi, ça m'est arrivé, où en fait, alors, pour être très concret, c'est soit l'odeur qui alerte les voisins, soit la famille, l'entourage, la personne est active. Souvent, ou souvent les voisins rapidement, quoi. Et sinon, c'est les voisins, ça dépend de la température, etc. Et ça dépend de où sont les voisins. Si vous avez une personne au dernier étage qui fait pas trop chaud et que le truc est bien isolé, les appartements sont assez grands, ça peut prendre pas mal de temps. Ça peut même, mais sinon, c'est généralement les voisins parce qu'il y a une odeur nauséabonde et eux vont dire ok, il y a un problème. Ils vont toquer à la porte et là ils vont appeler les pompiers généralement. C'est pas vous qui allez être parce que personne va avoir savoir qui vous êtes, donc les pompiers vont appeler, les pompiers vont casser la porte et là les pompiers vont se rendre compte qu'il y a le décès. Alors ça m'est arrivé pour un appartement que j'ai acheté aux enchères. Pareil, la personne a été décédée et ce sont les voisins en fait qui ont prévenu les pompiers. Donc les pompiers sont arrivés, ils sont passés par la fenêtre, ils ont sorti la grande échelle, ils ont pété la fenêtre, ils sont arrivés, ils ont vu que la personne elle était décédée au sol depuis plusieurs semaines. Et voilà, donc après l'appartement a été mis aux enchères. Mais voilà, la personne n'avait pas de famille, plus de famille, donc voilà, parce qu'après ça sent forcément, ça peut être des odeurs qui remontent, et les voisins tout proches sont aussi inquiétés depuis entendre du bruit, depuis voir la personne pendant plusieurs jours. Donc là, malheureusement quand ça arrive, on est souvent informé par soit les voisins ou soit parce que c'est les pompiers qui ont dû intervenir rapidement ou par le syndic qui te fait remonter l'info, quoi. Là, sur le décès du locataire, on retrouve à peu près la même chose que dans l'abandon du domicile. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent hériter du bail sont des personnes qui vivaient, de l'entourage, qui vivaient depuis au moins 1 an avec la personne. Ouais. Et s'il n'y a personne de son entourage, à ce moment-là, le bail est résilié de plein droit, quoi. Comment tu le prouves là ? Disons que... Parce que tu as potentiellement besoin de sortir des personnes de tes locations si le loyer est très très bas. Même si tu n'as pas le droit de l'augmenter énormément, mais si ton loyer est très bas, si tu as envie de diviser un appartement, de faire des travaux, Souvent les questions qui reviennent qu'on a sur notre groupe gestion locative. Et, là, on en a vu 3 tout à l'heure. Tu es obligé de cocher une des 3 cases pour pouvoir résilier le contrat. C'est pas évident parce que généralement, le locataire, il est là, il paye. T'as pas de soucis, tu n'as rien à leur dire, donc tu peux pas le mettre dehors comme ça. La loi protège aujourd'hui le locataire, quoi. Et on veut dire c'est un peu normal aussi, parce que sinon ça serait un peu le... oui et non. Là, j'aimerais bien creuser vraiment le cas d'Amérique latine, là. Ou même des États-Unis. Les États-Unis, à mon avis, à vérifier, mais tu payes pas, t'es dehors, quoi. Même quand t'as tes mortgages que tu payes pas, t'es vraiment dehors très très vite. Mais globalement, je pense que c'est aussi lié à la France. Tu prends les contrats de travail. Tu peux pas, une entreprise peut pas virer quelqu'un du jour au lendemain. C'est compliqué. Alors, aux États-Unis, oui, tu peux.
Donc, tu vois, je pense qu'ils ont une grosse souplesse sur les contrats, toute la partie contractuelle qu'on n'a pas en France, où tu protèges quand même la personne que tu as engagée ou que tu as recrutée ou qui est chez toi, quoi. Ouais, tu dis juste que, ok, si tu es propriétaire d'un bien, ça veut dire que, tu t'y connais beaucoup plus et en plus, tu as beaucoup plus d'argent. En fait, c'est un peu cette logique-là. Même quand tu es propriétaire d'une boîte, on va dire, bah oui, tu as plus de responsabilités, tu as plus de fonds, donc c'est toi qui payes, quoi. Voilà, donc on le retrouve, peu... en tout cas, le parallèle, il est assez proche avec le contrat de travail, quoi. Alors là, on arrive sur la fixation du loyer. Fixation d'un loyer initial. Et là, c'est donc on avait parlé la dernière fois. Donc, en loyer initial, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le loyer initial, supposons que c'est la première fois que tu mets en location ton appartement. Là, tu peux fixer le loyer initial. Si tu n'es pas admettons que tu n'es pas en zone tendue, tu n'es pas en zone plafonnée, tu es dans une zone où tu peux faire ce que tu veux, tu mets le loyer que tu veux dans la mesure où tu es dans la moyenne du marché, quoi. Sinon, tu n'auras pas de locataire. Si tu remets en location, donc tu avais un loyer de 1 000 € et que tu remets en location et que tu es dans une zone, par exemple, tendue, donc là, tu dois mettre dans le bail, ce qu'on avait vu la dernière fois, le montant du précédent loyer. Tu dois aussi mettre si tu avais augmenté le loyer et depuis quand. Donc, est-ce que tu l'as augmenté il y a 6 mois, il y a plus de 12 mois. Donc ça, ces éléments sont importants et on le demande dans les contrats de location, tout simplement parce que comme tu es dans une zone tendue, tu ne peux pas, lors de la remise en location, mettre le loyer que tu veux. Donc soit tu ne l'as pas augmenté les 12 derniers mois et donc tu peux appliquer uniquement l'IRL, enfin l'indice de révision du loyer. Donc c'est pas beaucoup, hein. Et encore là, ça a été l'année dernière, on était à 3% d'augmentation, voire plus. Généralement, tu es à peine 1%. Donc toi, ça ne fait pas des grosses augmentations. Ouais, c'est censé être un peu indexé sur l'inflation, mais pas réellement en réalité. Ouais, là, ils l'ont capé. En tout cas, c'est ça. Si tu as regardé, parce que l'inflation était bien au-dessus des 3, et au niveau du gouvernement, il te disait, voilà, si tu es au-dessus de 3, tu ne pouvais pas augmenter de 6% le loyer. C'était capé. Donc ça, c'était quelque chose qui est aussi précisé dans les règles de révision du loyer. Et après, il y a tout un tas d'autres paramètres à prendre en compte, notamment si tu fais des travaux d'amélioration ou de remise en conformité du logement. Alors après, il y a tout un tas de cas à prendre en compte si tu es en zone encadrée, si tu es en zone tendue ou en zone plafonnée. Mais ce qu'il faut, en tout cas nous, ce qu'on demande dans les contrats, et c'est ce qui demande la loi Allure et la loi Elan, c'est de préciser, le montant des travaux que tu as fait, la date à laquelle ont été faits les travaux, le type de travaux que tu as fait, si c'est vraiment des travaux qui te permettent d'améliorer tu vois, ton DPE, ou si c'est juste des travaux d'embellissement, de mise en peinture, enfin de rafraîchissement, ça ne sera pas le même impact. Et quand tu réunis certains critères, là, seulement dans ce cas-là, ton loyer peut être... Enfin, tu as une marge de manœuvre sur le loyer et tu peux aller au-delà de ce qui est prévu par la loi. Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu dis. Ce qui est indiqué, c'est des travaux réalisés, moins de... Alors, si le bail précédent a pris fin depuis plus de 18 mois et que tu as des travaux réalisés de moins de 6 mois et que le coût des travaux est supérieur à 12 des derniers mois de loyer, là, tu peux y aller, quoi. Dans le cas où tu es dans une zone tendue et une zone encadrée, donc les cas les plus problématiques. Donc, mais tu vois, c'est quand même assez touchy. Enfin, tu as quand même pas mal de paramètres. Il faut que tu rentres dans les bonnes cases en fonction de ce que tu fais, de quand tu l'as fait, du montant des travaux. Donc, c'est super encadré, en fait. Tu vois, tu peux pas sortir un loyer et te dire « Ok, j'ai fait des travaux et j'augmente le loyer parce que j'ai augmenté... Oui, mais est-ce que la façon dont tu as fait les travaux, la date à laquelle tu les as faits, vont te permettre vraiment d'augmenter le loyer. Donc tout ça, c'est encadré par la réglementation. Donc c'est un peu une usine à gaz. Donc c'est pour ça que nous, effectivement, via notre application Monsieur Hugo, je te disais que nos algorithmes vont automatiquement personnaliser les clauses du bail parce qu'on demande des informations sur le montant des travaux, sur la nature des travaux, sur quand ont été faits les travaux. Et derrière, on va te personnaliser ces clauses pour que ça soit conforme. Sinon, tu vois, c'est ce qu'on fait là. Il faut prendre le temps, aller voir la réglementation, comprendre tous les cas. Tu vois, il y a du et si tu as fait ça, et si tu as fait ça, ou
tu vois, tu navigues entre les et les ou. Donc ça peut, dans la réalité, les bailleurs ne le font pas parce que c'est casse-pied de se taper les taxes de loi, quoi. Non, mais moi, il y a un truc. Là, pareil, en ce moment, je suis sur des établissements ERP et donc recevant du public. Et il y a un truc dont je m'aperçois. En fait, là, ils essayent de. L'idée est bonne, finale de tout ça, de se dire, OK, on veut contrôler. C'est un peu comme un plan local d'urbanisme. C'est-à-dire que tu veux contrôler comment évolue ta ville et t'assurer que tu as assez de bureaux, que tu as assez de logements, que tu as assez d'écoles, que tu as assez de policiers. Et tu vas faire un truc très intellectuel autour de ça. Là, c'est pareil. Ils essaient de faire un truc très intellectuel pour s'assurer que le logement, d'un point de vue énergétique, il est bon, que les loyers ne déconnent pas, que tous les loyers ne vont pas augmenter. Mais ils nous font une usine à gaz, tu vois. Moi, quand je vois ça, je me dis, merde, aujourd'hui, t'es propriétaire, donc c'est toi qui endosse grosso modo toutes les responsabilités. On va te demander, on va te mettre tellement de règles à faire que indirectement, tu sais, je vois ça, pareil sur les organismes de formation. En fait, je vois, à moins qu'il y ait des outils comme le tien, aujourd'hui, une personne normale qui sait utiliser Internet, qui sait utiliser Internet de 50-60 ans, pour maîtriser tout ce qu'il y a dans ce bail-là, ça devient... c'est pour pas ça possible. que généralement, soit tu fais des erreurs, ce qu'on disait la dernière fois, les gens font pas mal d'erreurs. Et donc, effectivement, nous, c'est des algorithmes qu'on a dû mettre en place par rapport à la réglementation. Mais oui, ça a été complexe à mettre en place. Et puis, en plus, les lois, elles évoluent. Donc, faut maintenir les algorithmes à jour. Mais à titre perso, oui, c'est galère. Tu le fais pas. Les gens, ils ne le font pas. Une personne de 50 ans, elle va prendre un bail lambda. Elle va même pas cocher les cases ou elle va même pas remplir ses paragraphes. Ils seront laissés néant, quoi. Zone soumise au décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation. À la relocation. Donc ça, c'est les fameuses zones où tu as un arrêté préfectoral qui te plafonne les loyers. Oui. Et donc, typiquement, dans les grosses villes, Paris, Lyon, Bordeaux... L'homme. Ouais, alors t'as pas forcément que des grosses villes. Mais... Et l'homme. C'est bien, regardez. Je connais pas, mais... ouais, dans le nord de la France, puis t'as tout le 93 aussi. T'as de plus en plus de zones qui sont impactées. Et donc, en fait, dans le bail, il faut que tu mettes le loyer qui est indiqué par la ville en question. Donc là, c'est la ville qui te communique le loyer à mettre dans le bail. Donc, tu as deux loyers. Tu as un loyer de référence et un loyer de référence majoré. Donc ça, c'est des choses que nous, on le met dans le bail parce que c'est une obligation. Parce que le locataire, derrière, au moins, il est informé. Il est informé qu'il est dans une zone plafonnée, que le loyer maximum, il est de tant euros du mètre carré. Et donc, par rapport à sa location qui fait 30 mètres carrés, il est dans les clous, quoi. Révision du loyer. Donc, l'augmentation annuelle du loyer ne peut excéder la variation sur un an de l'indice de référence des loyers IRL publié par l'INSEE. Donc, ça, on en a déjà parlé. Donc, c'est un indice trimestriel. Par contre, dont la valeur est l'indice de révision du loyer. Donc en fait, c'est une base. C'est un montant qui est sur une base et ça évolue de chaque année. Et on note en fait, c'est un indice d'ailleurs, et on note cet indice lors de la signature du bail, etc. Ouais. Voilà. Mais le loyer ne sera révisable, et c'est ça le gros truc, qu'annuellement. Donc là, par exemple, tout ce dont on parlait, les grosses augmentations qui sont quand même liées à l'inflation, mais ils ont plafonné, et je discutais de ça avec les directeurs des investissements d'AXA. En fait, eux, ils ont été informés. En fait, moi, j'ai vu l'inflation arriver peut-être un an avant que ça arrive. J'avais fait des posts sur LinkedIn et les gens me disaient, mais non, Victor, etc. Je fais OK. Alors, j'aime bien, pour flatter mon ego, avoir raison. Et je discutais avec des personnes qui étaient en charge des investissements d'AXA dans l'immobilier. Et je leur dis, ouais, mais l'inflation, là, si ça déconne et ça augmente énormément, est-ce que l'État, normalement, l'indice de révélation des loyers devrait suivre l'inflation et ça devrait augmenter d'un seul coup de 6%. Ils m'ont dit, ah non, l'État est déjà en train aujourd'hui de nous dire à nous que ce ne sera pas le cas et que ça va être étalé dans le temps. Donc, en fait, dans le temps, on va effectivement avoir l'inflation qui va revenir. Mais l'inflation, en 6 mois, on peut avoir un truc énorme. Ouais. Sauf que l'indice de révélation des loyers, ça va plutôt être sur 3 ans. En fait, ils vont lisser l'augmentation sur 3 ans, ce qu'ils ont fait sur l'électricité aussi. C'est pour ça qu'on continue à avoir des augmentations de l'électricité, alors que normalement, on ne voit plus les prix de l'électricité augmenter. Et là-dessus, sur la révision des loyers, il ne faut pas oublier de le faire. C'est une fois par an. C'est automatiquement dans... Alors, ou pas. Je dis ou pas parce que tu as plein de propriétaires qui ne veulent juste pas augmenter le loyer parce que leur locataire, il est propre, il paye son loyer, ils n'ont pas de litige avec eux. Après, si tu veux l'augmenter, donc il faut attendre 12 mois.
Donc ça, c'est minimum 12 mois. Tu ne peux pas l'augmenter au bout de 8 mois. Donc c'est 12 mois. Généralement, tu le fais à la date anniversaire du bail. C'est ce que font. Ou sinon, tu peux préciser le 1er janvier, une date. Donc, tu dis, voilà, par exemple, tous les 1er janvier, je voudrais réviser mon loyer. Mais généralement, c'est fait à la date anniversaire. Et ce n'est pas une obligation pour le bailleur. C'est un droit que lui permet le contrat, mais il n'y a pas d'obligation à augmenter le loyer tous les ans. Mais tu peux pas le faire, par exemple, si je loupe une année d'augmentation, par exemple, tu as 1 000 €, il y a eu cette année 6% d'augmentation. Ça, je vois où tu veux revenir, non, ça marche. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de rétroactivité. Donc, si tu l'as pas augmenté le loyer pendant 7 ans, donc la 8e année, tu vas décider d'augmenter le loyer, mais en tout cas, tu ne pourras jamais le faire sur les 7 années précédentes. Tu le fais toujours donc de l'année 8 par rapport à l'indice de l'année dernière. Donc, tu compares toujours 2 indices, l'indice du trimestre en cours par rapport à l'indice N-1 et pas N-7. Parce que là, ça te ferait des augmentations mais monstrueuses. Et souvent, on a des propriétaires qui nous disent bon, allez, je ne le fais pas pendant 3 ans, je vais faire la 4e année, mais de toute façon, c'est rétroactif. Non, c'est pas le cas. C'est interdit. Dépôt de garantie, ah oui, ça c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. Le dépôt de garantie est d'un montant de dépôt de garantie, voilà. Voilà, donc là, ça doit être... c'est pas une obligation, mais normalement, on met un montant de garantie, c'est soit 1 mois hors charge en nu ou 2 mois hors charge en meublé. Pourquoi on peut pas mettre 3 ? Parce que les textes de loi l'interdisent. Voilà, c'est ça. Parce que... et là, en fait, version américaine, en fait, moi, c'était un truc, je me suis posé plusieurs fois la question. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait, honnêtement. C'est, par exemple, à Dubaï ou à New York ou à Los Angeles. Quand j'habitais à Los Angeles, on me demandait un dépôt de garantie. En gros, je restais pour une durée indéterminée, mais on me demandait un dépôt de garantie de 6 mois, tu vois. Et, ou même, on peut te demander de payer à l'avance. Tu sais, par exemple, quand tu es entrepreneur. Oui. Par exemple, tu ne rentres pas dans les cases pour louer des appartements à Paris, par exemple. Tu veux louer un appartement de 2 000 €, il faudrait que tu aies un équivalent salaire de 6 000 € par mois. Oui. Et là, mais toi, disons que tu as 100 000 € cash. Tu pourrais très bien dire au propriétaire, ah ben, je vous verse en caution, si vous voulez, un an de loyer, ou etc. Mais en fait, il y a d'autres techniques, mais ça, on ne peut pas le faire comme ça. On ne peut pas le mettre dans le dépôt de garantie. Non, le dépôt de garantie, il est vraiment... c'est vraiment réglementé, donc c'est 1 mois ou 2 mois hors charge et c'est censé couvrir... alors, pourquoi c'est 2 mois pour du meublé ? Parce que tu as tout l'équipement, donc s'il est endommagé par le locataire, bah forcément ça risque de te coûter plus cher, donc c'est pour ça que tu demandes un dépôt plus important pour les meublés, quoi. Ouais, mais en réalité, 2 mois de meublé... tu vois, tu es en coloc, ta chambre elle est à 500 balles, ça te fait 1000 balles. 1000 balles, je sais pas ce que tu rembourses, tu vois. Tu rembourses si. Oui. Ouais, non, c'est... Donc, et là, je pense qu'il y a plusieurs techniques il y a d'autres techniques pour s'assurer en fait que ça suive bien l'ensemble des éléments, quoi. Le délai commence à partir du jour de la restitution des clés par le locataire qui peut les transmettre soit en main propre au bailleur ou soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Alors ça, oui. À défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai prévu, le dépôt de garantie due au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel hors charge pour chaque mois en retard concerné. Donc ça peut vite te chiffrer. Ça c'est légal, c'est ça les 10%, ou c'est toi qui l'as... Non, ça c'est légal. Donc ça c'est une obligation légale. Donc le dépôt de garantie, tu as le mois pour le restituer. Donc si ton locataire t'a rendu le logement propre, c'est pas la peine d'attendre 1 mois. Moi, je fais directement le virement ou le chèque, comme ça on n'en parle plus. Sinon, tu as 1 mois pour lui rendre. Si y a des petits soucis dans le logement, donc il y a des petites réparations, tu as 2 mois pour lui rendre. Donc c'est le temps de faire des devis et autres par les artisans. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de lui rendre. Il y a une exception qui est, par exemple, si tu dois faire la régularisation des charges. Le solde de tout compte, donc la régule de charge, mais que finalement le syndic, tu n'as pas eu encore l'AG du syndic et tu n'as pas ce fameux relevé de compte pour savoir la part réellement consommée par le locataire. Donc là, ça se trouve, la prochaine AG a lieu dans 8 mois ou dans 6 mois, enfin peu importe. Donc là, la loi t'autorise à conserver 20% du dépôt de garantie le temps que tu reçoives notamment le relevé du syndic qui te permette de faire la régule de charge. Donc ça, c'est une exception si tu ne peux pas faire le solde de tout compte immédiatement. Et enfin, la dernière chose, c'est si tu ne rends pas le dépôt de garantie dans les temps, tu as des pénalités de 10%. Alors là, on arrive sur les charges.
Ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on arrive sur la fin de la première partie sur la descente du bail en meublé. Et on continuera dans d'autres épisodes, si ça vous intéresse, à descendre le meublé. Parce que là, pour vous donner une indication, on est à la page 6, sur la page 37 du bail. Et on a déjà passé 1h30 ensemble. Et du coup, si ça vous motive, nous, on va continuer à descendre le bail et vous fournir d'autres épisodes très complets sur des dossiers comme ça, où en même temps, on donne des anecdotes. Donc, je pense que c'est pas mal, en fait, parce que on vous donne des anecdotes. En plus, on rentre dans le concret des sujets avec des éléments, du coup, juridiques, etc. Donc, en tout cas, dites-moi. Je sais que vous êtes de plus en plus à me contacter sur LinkedIn pour me dire qu'il y a des éléments qui vous intéressent sur le podcast, etc. Donc, n'hésitez pas à venir me dire si vous voulez des épisodes comme ça, où vraiment, c'est à la limite un training en ligne avec anecdotes. Et dites-nous si ça continue à vous intéresser. On termine juste avec les charges. Ouais, donc les charges, ce qu'on appelle les charges, sont les charges récupérables. Donc, tu as deux façons de les récupérer. Donc les charges récupérables, ce sont tout ce qui est électricité, eau, gaz, enfin tout ce que va consommer le locataire. Ça peut être aussi des charges nécessaires pour entretenir les parties communes, sortir les poubelles, l'éclairage dans le couloir. Donc tout ça, ce sont des charges dites récupérables. Alors pourquoi on appelle ça récupérable ? Parce que c'est récupérable sur le locataire. Donc ça, pareil, les charges récupérables sont fixées par la réglementation, donc tout est encadré. Et donc tu as deux façons de les récupérer. La première façon, c'est de se dire, c'est un forfait. Donc tu dis, voilà, moi, je vous fais un forfait de 50 € et on n'en parle plus. Je vous mets, tout est compris dans le forfait. Qu'on peut revoir chaque année. Que tu peux revoir chaque année si dans le bail tu as bien mis une clause de révision des charges indexée sur l'IRL. C'est que indexé sur l'IRL les charges ? Je pensais que tu pouvais les revoir en fonction de... Non, tu peux pas. Le forfait de charge, non ? Le forfait de charge, tu peux pas le revoir sur un critère lambda. C'est révisé suivant le même paramètre de révision que le loyer, donc l'IRL. Ok. Donc là, actuellement, c'est 3%, parce que l'IRL est à 3%, sinon c'est plutôt du 1%. Donc le forfait, l'avantage, c'est que tu n'as pas de régularisation de charges à faire. Donc c'est plus simple. Pour la sortie du locataire, le solde de tout compte, il est beaucoup plus vite fait. Par contre, si le locataire, il surconsomme, il chauffe à fond, il laisse les fenêtres ouvertes, là, ça va te coûter très cher et tu ne pourras rien faire. Donc la deuxième façon de récupérer les charges, c'est en provision, ce qu'on appelle les provisions. Donc tu fais un estimatif, tu dis voilà, à peu près ça va vous coûter 60 €. Enfin, ça va vous coûter 60 €, c'est des prévisions. Et à la fin de l'année, lorsque j'ai la consommation réelle, donc généralement c'est fourni par ton syndic dans le relevé de compte annuel, tu as toujours une colonne par locataire. Et on te dit voilà ce qu'il faut, ce qui a été réellement consommé. Là, tu calcules effectivement, tu fais la régularisation des charges. Donc, quand tu es en provision, c'est une obligation de faire la régule de charge. Le locataire peut te poursuivre si tu ne fais pas la régule de charge. Quand tu es en forfait, il n'y a pas de régule de charge, donc c'est beaucoup plus facile. Et donc ça doit être précisé dans le contrat de location, charge au forfait ou en provision de charge. Et après, il y a, du coup, si on prend le cas, parce que je pense que c'est ce que tu as détaillé après, si je mets par exemple du ménage, c'est compris dans autres frais, c'est ça ? Alors, les autres frais, ce sont toutes les charges qui ne sont pas listées par les textes de loi. Donc, typiquement, si tu prends l'abonnement Internet, c'est toi qui payes l'abonnement Internet pour le compte de tes locataires. Si tu es en coloc, tu prends l'assurance habitation pour tes colocataires. Comme ça, tu es sûr que tu mets tout chez le même assureur. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les autres frais. En tout cas, ce ne sont pas des charges récupérables. Et donc, dans le contrat de location, tu auras donc 3 montants. Le montant du loyer hors charge, par exemple 1 000 €. Le montant des charges récupérables en forfait ou en provision, 50 €. Plus le montant des autres frais, à préciser, exemple 30 €. Donc ça te fera un loyer de 1 080 €, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc ça, on le précise sous la forme de autres frais. Et ça, c'est, je peux le réévaluer, mais c'est aux mêmes conditions que le loyer principal. Alors, moi, ce qui m'embête là-dessus, c'est, disons, Internet augmente beaucoup plus que le loyer. Disons qu'Internet, un forfait, d'ailleurs c'est un peu ce qui est arrivé, disons que le forfait Internet, quand je l'ai pris, la box était à 10 €, donc j'ai mis 10 €, et donc par mois, donc 120 € par an, et disons que ça passe, les fameux abonnements, ça passe à 30 € par mois, 3 fois plus cher, donc j'arrive à 360 € l'année d'après. Alors il ne faut pas se baser sur les promotions quand tu fais ton calcul de forfait, parce que généralement, tu as toujours une offre de lancement chez un opérateur. Il faut essayer d'estimer au plus juste. Et c'est pour ça que le forfait, c'est pas forcément évident quand tu n'as pas de recul.
parce que si tu te plantes, tu peux pas le modifier. Tu as juste la révision qui est possible, mais par rapport à l'IRL, donc c'est pas grand-chose, quoi. C'est quelques pourcents, quoi. Sachant que les risques là sont quand même limités parce que vu que c'est des baux de courte durée, donc de 9 mois ou de 12 mois. Oui, donc les locataires, ils tournent. Donc ça tourne, donc finalement... Donc c'est aussi l'avantage du meublé, c'est que le locataire, il va pas forcément rester très longtemps. Et au prochain locataire, là, tu pourras dire, ok, je me suis planté, c'était pas 40 €, mais peut-être 60. Donc là, tu remettras la bonne valeur. Mais voilà, donc après, tu apprends aussi par l'expérience pour fixer ton forfait. Et souvent, c'est des questions qui reviennent quand tu viens d'acheter un appartement. Comment je fais pour calculer mes charges ? J'ai pas de recul. Peut-être aller voir les relevés du syndic. Peut-être demander aux voisins si par rapport s'ils ont une surface équivalente, combien ils consomment. Donc, il faut faire un peu le détective privé aussi pour savoir pour estimer ses charges. Et quand tu sais pas, il vaut mieux partir sur les provisions de charges, tu prends moins de risques, quoi. Ouais, et puis alors maintenant, il y a quand même beaucoup plus de simulateurs en ligne, même pour, je pense, à l'électricité. Maintenant, sur le site, même le site d'EDF, le site d'Engie, etc., en disant le nombre de personnes qui vont habiter dans le logement, etc. Ouais. Alors, ça reste quand même approximatif parce qu'ils vont demander des années de construction. Ils vont demander les mêmes informations en fait que ce que tu demandes. Année de construction, nombre. Alors il y a pas nombre de personnes, mais nombre de personnes dans le logement, type d'électricité. Donc ça tu le demandes aussi. Énergie primaire, etc. Et à partir de ça, on peut avoir quand même une estimation qui est assez ajustée finalement de l'électricité. Oui. Par exemple, si on veut inclure l'électricité dans les charges. Donc ça, effectivement, il faut maintenant, moi aussi j'ai sur mon téléphone l'application d'Engie qui permet de faire des simulations, du prévisionnel. Et maintenant, il te compare aussi la surface de ton logement par rapport à d'autres logements qui sont dans la même ville. Ils te font du prévisionnel. Je trouve ça, c'est assez malin. Comme ça, ils peuvent te dire, là, par rapport à d'autres foyers similaires à vous, le prévisionnel, ça peut être ça. Donc Engie le fait, après d'autres fournisseurs doivent le faire. Mais voilà, donc en tout cas, il y a un petit travail d'étude pour fixer les charges. Et il faut juste être prudent quand on met les chiffres, puisque le bail, après, une fois qu'il est fait, tu peux pas le modifier, quoi. Bruno, je te remercie pour cette heure 30 passée sur le bail, sur les 10%. Peut-être pas 10%, on a peut-être fait 20% du bail. On se retrouve très vite pour la suite. Écoute, très vite, au plaisir. C'était un exercice super intéressant. C'est la première fois que je faisais ça. Et je pense que c'est intéressant. Tu parlais de descendre chez le notaire. C'est bien de le vivre, de le comprendre. Voilà, en plus, on va donner quelques retours d'expérience. Donc, il y a encore quelques petits chapitres à faire. Mais au moins, déjà, là, on a déjà parcouru pas mal de choses en théorie et dans les grandes lignes, même s'il reste encore... quelques paragraphes à se mettre sous la dent pour la suite, quoi. Et bien, je te dis merci, à très vite. Merci à toi, Victor. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.